Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de continuer l'émission thématique de la semaine dernière consacrée aux Ainu, ce peuple autochtone du nord du Japon, principalement à Hokkaido, mais aussi dans le nord du Tohoku, et également dans l'extrême-orient de la Russie, notamment dans les îles Kouril et l'île de Sakhaline. Pour parler de la culture et de la langue Ainu, j'ai interviewé 3 membres d'Upopoi, un musée et parc national Ainu situé dans la grande île d'Hokkaido, dans le nord de l'archipel japonais. Moraki Miyuki, Ryoma Mogi et Ito Satomi sont tous les 3 Ainu et travaillent à Upopoi, un musée créé en 2020 à Shiraoi, dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ils étaient venus à Taïwan au mois de novembre pour participer au festival de musique autochtone Pasiwali, où ils ont donné plusieurs représentations de danse, de musique et d'artisanat traditionnel Ainu. C'était l'occasion de les interroger sur leur relation avec leur propre culture et avec leur identité, et sur leur expérience en tant que membres du peuple Ainu au Japon, dans un pays qui ne reconnaît leur identité autochtone que depuis 2019. Tous les 3 avaient déjà évoqué la semaine dernière leur parcours familial qui se caractérise par une rupture dans la transmission de la langue et de la culture, et même parfois de l'identité Ainu. Si vous avez raté le premier épisode, je vous conseille donc d'aller écouter la première émission sur notre site internet. Il faut peut-être rappeler que le peuple Ainu a une histoire très longue et très complexe, marquée par un important métissage et par une assimilation culturelle par l'ethnie Yamato, majoritaire au Japon, par le biais d'une politique centraliste menée par l'État japonais. Une assimilation qui s'est faite malgré une forte et longue résistance, avec plusieurs guerres et révoltes, comme par exemple en 1268, qui est la plus vieille révolte à avoir été documentée, ou encore la rébellion de Shakushain, un nom que vous entendrez plus tard dans cette émission. Si bien que ce n'est qu'en 1799 et en 1807 que l'Est et l'Ouest de la grande île d'Hokkaido ont été finalement soumis au contrôle du shogunat. La politique d'assimilation des Ainu s'est appuyée sur certaines interdictions visant à mettre fin au mode de vie et à l'organisation traditionnelle de la société des Ainu, avec par exemple l'interdiction de certaines coutumes comme la pratique du tatouage et le port de boucles d'oreilles pour les hommes, ou encore l'interdiction de la pêche au saumon et la restriction du port des armes pour la chasse, activité masculine par excellence. On voit d'ailleurs beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé à Taïwan pour les autochtones, avec également la volonté de faire d'eux des agriculteurs, un modèle économique plus profitable et qui a surtout permis aux autorités de mieux contrôler la population qui a dû déménager vers des zones plus accessibles. Pendant la période Meiji, le gouvernement japonais a mené une politique d'assimilation. En plus d'interdire aux Ainu de parler leur langue, de faire des tatouages faciaux pour les femmes et de porter des boucles d'oreilles pour les hommes, la pêche au saumon dans les rivières et la chasse aux biches ont aussi été interdites. Ces interdictions touchaient à la vie même des Ainu. Et le gouvernement japonais a aussi forcé les Ainu à faire de l'agriculture, à cultiver des champs comme les Japonais. Ça, c'était il y a 150 ans. Et les enfants sont aussi allés dans des écoles japonaises pour apprendre le japonais. On peut donc parler de situation de colonisation à l'intérieur du pays. L'autre outil de l'assimilation a été, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'éducation, avec l'ouverture en 1877 d'écoles pour les enfants Ainu et l'enseignement de la langue japonaise au détriment de la langue Ainu. Moraki Miyuki, âgé de 65 ans, expliquait la semaine dernière que son père déjà ne parlait pas du tout la langue Ainu et que c'est son grand-père qui la parlait. Mais ce dernier est décédé lorsqu'elle était petite, empêchant ainsi son apprentissage de la langue. La langue Ainu, à l'origine, se transmet oralement et sans la transmission de la langue, il devient aussi très difficile de transmettre l'histoire, la culture, la manière de penser des Ainu. C'est pourquoi le sauvetage de la langue Ainu est la priorité aujourd'hui. Mais personnellement, je suis totalement incapable de la parler. Je peux apprendre des paroles de chansons par cœur, mais pas parler. Maintenant, on peut dire qu'il n'existe plus de locuteurs natifs de la langue Ainu
aïnou. On peut dire qu'avec le regain de l'apprentissage, il y a de plus en plus de jeunes locuteurs, alors que les personnes âgées ne savent pas trop le parler. Pour parler de l'avancement de la cause des Aïnous au Japon, il faut évoquer un militant et homme politique aïnou, un certain Shigeru Kayano, qui s'est battu toute sa vie pour promouvoir la culture et la langue aïnou et surtout pour pousser l'État japonais à reconnaître les Aïnous et leurs droits en tant que peuple autochtone. Shigeru Kayano, né en 1936 et décédé en 2006, a été le premier aïnou à entrer à la Diète, le Parlement japonais, en tant que membre de la Chambre des conseillers à partir de 1994. Il est à l'origine du musée de la culture aïnou à Biratori, inauguré en 1972, mais a également fait ouvrir 15 écoles de langue pour permettre aux Aïnous d'apprendre leur langue. Il est aussi à l'origine de la création en 2001 d'une radio en langue aïnou, la FM Pipaoshi, dirigée par son fils. Une loi pour la protection de la promotion de la culture aïnou a fini par être promulguée en 1997, une loi qui a été remplacée par une autre plus poussée en 2019, qui reconnaît notamment le statut du peuple autochtone des Aïnous. Mais Muraki Miyuki explique que la loi se concentre sur l'aspect culturel et est insuffisante sur le plan linguistique. La politique actuelle du gouvernement japonais envers la minorité aïnou est que tout le monde est égal et doit être traité de la même façon, qu'il soit aïnou ou pas. Si on veut apprendre le aïnou, on peut le faire, qu'on soit aïnou ou pas, mais pas à l'école. Il n'y a pas de cours dispensés dans les écoles lorsqu'il y a des élèves aïnou. C'est l'idée générale. Le gouvernement japonais a une politique de revitalisation de la culture aïnou, mais pas une politique de traitement spécial des autochtones aïnou. Le gouvernement japonais alloue un certain budget pour la langue aïnou, mais le montant est très faible et ne permet pas de mener à bien le travail de revitalisation de la langue. Il faudrait des centres d'études linguistiques qui puissent produire des manuels et des dictionnaires. C'est nécessaire. Et il faut aussi mettre en place un environnement propice à l'apprentissage. Nous devons aussi conseiller le gouvernement sur les contenus. Et pour ce qui est de la revitalisation culturelle, il faut encourager les jeunes à s'intéresser davantage et à apprendre la culture. Au musée Upopoi à Hokkaido, les Aïnous tentent ainsi de promouvoir leur langue et d'encourager son apprentissage. Ensuite, j'ai appris le dialecte de Hologetsu, qui est celui parlé à côté de chez moi, à Shiraoi. Pour ce qui est de l'écriture, je peux désormais parler et écrire des articles. À Upopoi, où je travaille, nous préparons des explications en langue aïnou, donc je travaille sur ça en ce moment. Dans le musée Upopoi, la première langue dans les panneaux explicatifs est le aïnou, suivi du japonais, de l'anglais, du mandarin et du coréen. Mais le nombre de personnes qui apprennent la langue aïnou reste très faible. Nous souhaitons désormais que les explications du guide audio puissent aussi être en aïnou et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. La rupture dans la transmission de la langue est due non seulement aux politiques éducatives menées par l'État japonais dès le XIXe siècle, mais aussi aux discriminations dont ont longtemps été victimes les Aïnous, dissuadant les parents d'enseigner leur langue à leurs enfants, de peur que ces derniers ne soient eux aussi discriminés. Mais Ryoga Mogi et Ito, qui ont tous les deux dans la trentaine et dans la quarantaine, expliquent que leur génération a moins souffert des discriminations que leurs aînés et que la situation s'est améliorée au cours des dernières décennies. Les gens de ma génération, dans la quarantaine, n'ont pas vraiment subi de discrimination. Mais cela dépend aussi sans doute de la région. Chez moi, à Shiraoi, il y a 2 écoles. Dans la mienne, ça allait, mais dans l'autre, c'était peut-être différent. Il y a une seule fois où je me suis senti discriminé. C'est quand j'étais à l'école. J'ai toujours affiché le fait que j'étais aïnou. Lorsque mon école primaire a fusionné avec une autre école, 3 enfants de cette autre école se sont moqués de moi et m'ont poussé, comme ça. Mais je ne me suis pas laissé faire et je les ai aussi poussés. Après, ils m'ont laissé tranquille. C'est la seule occurrence dont je me souvienne. Muraki Miyuki, âgé de 65 ans, a une expérience assez différente.
Beaucoup de gens ne voulaient pas être Aïnou à cause des discriminations. Et ces discriminations existent encore aujourd'hui. J'ai 65 ans et quand j'étais petite, j'ai été insultée parce que j'étais Aïnou. Et c'est aussi ce qui fait que je me suis identifiée comme Aïnou. C'est donc une identification qui est née de quelque chose de négatif. Et lorsqu'à la maison, on recevait une lettre de l'association des Aïnous, on craignait que les voisins apprennent qu'on était Aïnou. Les membres de l'association des Aïnous faisaient aussi attention lorsqu'ils réservaient des chambres d'hôtel pour des événements par exemple. Et à l'école, parfois, les enfants Aïnous étaient associés à Shakushain et harcelés pour ça avec parfois des jets de pierre. Pour ce qui est des discriminations, cela peut dépendre des sentiments de chacun, mais aussi de l'environnement. La loi japonaise requiert que les manuels d'histoire-géographie comprennent au moins 2 pages sur la culture Aïnou. Ainsi, malgré l'amélioration de leur sort, les préjugés restent tenaces, notamment en raison du manque d'éducation et d'enseignement de la culture et de l'histoire des Aïnous dans les écoles japonaises. Il y a certains stéréotypes associés aux Aïnous, comme par exemple le fait d'avoir des cheveux, des poils plus longs ou d'avoir les traits du visage plus prononcés. Certaines personnes vont dire « J'ai entendu que les Aïnous étaient plus poilus. Est-ce que je peux voir tes jambes ?» Certaines personnes réagissent comme ça. Ou bien d'autres vont dire « Oh, tu es Aïnou, comment ça se fait que tu parles si bien japonais ?» Mais c'est à cause de l'histoire, de la politique d'assimilation que les Aïnous ont perdu leur langue. Et ça, les gens qui disent ce genre de choses n'en ont absolument pas conscience. Donc lorsqu'elles entendent des choses comme ça, certaines personnes Aïnous ne se sentent pas à l'aise ou bien se sentent irritées. Et ce genre de choses arrive encore aujourd'hui. Il existe maintenant la loi de 2019 qui interdit les discriminations envers les Aïnous et qui affirme leur droit à la dignité. Et cette loi existe parce que ce n'est justement pas encore le cas. Une résolution de 2008, votée par le Parlement japonais, a reconnu pour la première fois que les Aïnous étaient un peuple indigène avec sa propre langue, religion et culture. La loi de 2019 est venue inscrire ce statut de peuple autochtone dans la législation, même si des inégalités de revenus et d'éducation persistent encore aujourd'hui. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au peuple Aïnou du Japon, mais je vous invite, si vous passez à Hokkaido lors d'un voyage dans l'archipel japonais, à vous rendre à Shiraui pour visiter le musée et parc national Aïnou ouvert en 2020, qui est géré par des membres de la communauté Aïnou pour promouvoir leur culture, leur langue et leur identité. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.